don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Mais mon père s'est amusé à faire toute l'arbre généalogique. Ah ouais. OK. Puis De sa branche de Vézina, là, ça provient... puis de sa mère. Là. OK. Écoute, il a reculé. J'ai un tableau là, chez nous, là, mais qui est imprimé là, sur une feuille. Puis on revient jusqu'en Nouvelle-France. Pas de la Nouvelle-France, mais jusqu'en France. Ouais. Puis dans quelle région de la France? Il a même identifié tous ceux qui étaient des Premières Nations. Wow! Il a identifié, dans l'arbre, il a identifié tous ceux qui étaient des filles du roi. Aussi, à l'époque, parce qu'il manquait de femmes. Exact. Québec, là, c'est ça. Au Québec. Puis après ça, il ne me l'a pas envoyé, mais il a continué pour découvrir bien plus loin, finalement, dans les archives. Fait que... Puis c'était quoi les anciens? C'est tout du même Vézina, là, tu sais. Oui, le premier Vézina. Je pense que c'est Jacques Vézina, là, ça se peut. Moi, mon père, c'est ça, il l'a fait aussi quand il était allé en France, puis je me souviens plus quelle ville, mais il disait que originalement en France, on s'appelait les Voisinats, puis que nous, c'était une famille des tonneliers. Ils faisaient des tonneaux de vin, donc des commerçants, finalement. Je trouvais ça vraiment intéressant, puis là, mes parents sont entrepreneurs, c'est cool de voir où on vient. Moi, j'ai toujours été passionné par l'histoire, honnêtement, là. Fait que la Nouvelle-France et tout. Là. Non, l'histoire, tu sais, c'est quand même intriguant. Mais mon père, il a fait l'arbre. Puis là, écoute, si on a le même ancêtre, il y a des chances qu'on arrive comme à la place à quelque part. Mais tu sais, on aurait des ancêtres qui proviennent directement de Charlemagne, de Cléopâtre. Oh, wow! Tu sais, dans les fêtes, là, quasiment tout le monde. Là, tout le monde a une fraction c'est ça, à quelque part dans l'arbre généalogique. C'est clair. C'est cool. J'ai pas vraiment d'introduction. En fait, moi, je rentre dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, on a Alexandre Vézina. Donc, Vézina, aujourd'hui, c'est le premier podcast que je fais avec le même nom de famille. C'est cool, c'est drôle, c'est cocasse. Puis, dans le fond, comment on s'est rencontrés? Je pense qu'on s'est ajouté sur LinkedIn, ou tu m'as ajouté sur LinkedIn, et tu m'as proposé d'envoyer justement ton livre, en fait, là, qu'on a ici. Marqué fer au fer rouge. Ouais. Donc, très intéressant. Puis là, aujourd'hui, tu m'as amené dans le fond, c'est ça, c'est vraiment le tout nouveau. Là, c'est 2x4, qui est mon livre le plus percutant. C'est vraiment mon livre le plus percutant. Qu'est-ce que tu veux dire? Jusqu'à maintenant. Ben, tu le lis, là, il faut que tu sois prêt à recevoir des coups de 2x4. Ah, OK. Mais tu sais, si tu lis ça et tu veux pas t'améliorer comme entrepreneur, brûle-le. OK, lis-le pas, là. Tu sais, retourne-le au magasin. Mais si tu veux vraiment t'améliorer, là, c'est sûr, là-dedans, il y a au moins une chose que tu vas être en tabarnou après moi, parce que tu vas dire, calique. Il a raison. Alex, il a raison là-dessus. Il faut que je m'améliore comme entrepreneur. Ça te shake, là. C'est ça. Fait que, il y a des outils. J'aborde dès le départ l'amateurisme versus le professionnalisme. Ouais. On est tous des amateurs en affaires à un moment ou à un autre. Puis c'est correct, mais de l'identifier, de le reconnaître et de vouloir effectuer des changements profonds pour s'améliorer, ben fine. Parce que l'objectif ultime, là, c'est de devenir un meilleur entrepreneur. Déguiser ses réflexes d'affaires. C'est ça qu'on souhaite. Si tu veux pas t'améliorer, si tu veux pas devenir un meilleur entrepreneur, qu'est-ce que tu fais en business? Et tellement. mais c'est la base. Mais c'est parce que les gens sont tellement pris dans les opérations de leur entreprise qu'ils oublient de se poser les bonnes questions, qu'ils oublient de dire, OK, ce que je fais, c'est-tu correct? Est-ce que mes clients perçoivent la valeur? Est-ce que je cherche les bons clients? Est-ce que mon offre, produit-service, est adaptée? Y a-t-il un market fit? Ça fit-tu avec ma vision, mais mes opérations, est-ce que ça fit aussi? C'est un alignement, c'est une cohérence. Fait que la business, c'est ça. C'est de la cohérence, c'est des réflexes d'affaires, c'est souhaiter s'améliorer. Puis t'es-tu à ta place? Est-ce que tu utilises adéquatement tes talents? Dans quoi que t'es bon? Connais-tu tes talents? Oui, puis je pense qu'en affaires, on peut atteindre souvent des plateaux, finalement. Puis c'est comment on sort de ce plateau-là? Ben ça peut être la perte d'un client. Tu perds, OK, il faut que je me remette en question. Pourquoi ça fait longtemps que je fais affaire avec ce client-là? J'avais une bonne relation, puis du jour au lendemain, ben écoute, ça ne fonctionne plus. Ben c'est peut-être parce que tu t'es pas réinventé. Bien, il y a se réinventer, mais il y a une question d'évolution aussi. Ouais. Si la business de ton client, exemple, ou ton client, lui, il évolue dans ses besoins, dans ce qu'il recherche à améliorer, puis etc., puis toi, tu n'as pas évolué au même rythme, ou tu évolues de façon divergente, tu t'en vas ailleurs avec ta business, puis il n'y a plus de fit, mais c'est correct. Mais si c'est parce que tu n'as pas su développer ta business pour répondre à la demande de ton client, bien là, tu as une introspection à faire. La problématique, c'est qu'il y a tellement d'entreprises, comme je disais, qui sont pris dans les opérations dans un mode de survie, dans un mode urgence réactif, que finalement, ils ne prennent pas ce temps de recul-là. Pourtant, tu devrais minimum une fois par année prendre un pas de recul. Mais dans un monde idéal, là, tous les mois, prendre quelques temps, quelques heures, juste pour revérifier le tout.
Puis ça, les gens ne le font pas, malheureusement, tu sais. Puis c'est un peu comment je pourrais dire ça, les bonnes résolutions de nouvelle année. Les gens classiques, là, je me remets en forme, là, je me pars en affaires. Ah, première semaine, 2 semaines, 3 semaines, fin janvier, je m'entraîne régulièrement au gym. Puis c'est ça, c'est au mois de janvier, il y a une batch de personnes qui arrivent. Au mois de février, un petit peu moins. Au mois de mars, c'est fini. C'est pas compliqué. Les gyms font leur argent au mois de janvier avec des nouveaux abonnements à cause des résolutions. Mais les résolutions de la nouvelle année, là, c'est de la bullshit. C'est de la bullshit. Je te crois. Parce que la grande majorité des gens, c'est une bonne intention, mais ils ne se dotent pas d'un plan d'action. Fait qu'une intention sans action, ça reste comme une espèce de rêve, d'aspiration, mais tu ne travailles pas en cohérence avec ces éléments-là. Puis être en business, Anthony, tu sais, il y a une question de rigueur, de discipline. Tu veux-tu avoir du succès ou t'en veux pas? Ça t'appartient, c'est ta responsabilité, il faut que tu l'assumes. Mais c'est à toi de prendre ce qui te revient, puis de travailler de façon proactive. Ça fait combien d'années que tu es en affaires, finalement, en ce moment, jusqu'à aujourd'hui? Que j'accompagne des entrepreneurs, que je navigue dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est depuis 2007. Puis, que je suis en affaires. J'ai déjà eu une entreprise avant 2007, que je parle rarement parce que j'étais encore aux études. C'était quoi? La création musicale. Wow, J'avais un groupe de musique, on se produisait, puis etc. Puis l'objectif, c'est vraiment de faire de la musique de film, puis des trames sonores, mais finalement, on n'a jamais percé là-dedans. Fait que c'était comme plus un projet entrepreneurial. On a fait un petit peu d'argent, mais jamais de façon importante. Puis quand le groupe de musique s'est séparé, il veut pas, l'entreprise a cessé ses activités. Mais toute la base de compréhension de la business, etc., produire des spectacles, vendre des billets, puis toute cette mise en marché-là. C'est ça, 100%. Ça reste de la gestion de base, mais ça reste de la gestion. Fait que ça a permis comme de tester certaines choses, qui m'a donné le goût après ça d'étudier en business, au cégep, à l'université aussi. À ce point-là, tu étais au cégep ou un... Oui, j'étais au cégep quand on avait démarré l'entreprise au niveau de la création musicale. Mais là, écoute, on est en 2001 peut-être, à peu près. Puis après ça, quand j'ai fini mes études, je suis allé travailler au Nouveau-Brunswick en Process Improvement, donc l'amélioration continue dans des grandes entreprises. Quand je suis revenu au Québec, là, j'ai œuvré au niveau de l'entrepreneuriat pour des projets, de l'accompagnement de propriétaires d'entreprises. Puis après ça, j'ai aidé à peu près 800 personnes à démarrer des entreprises. Après ça, il y en a plusieurs que j'ai aidé à prendre l'expansion à ce début, à ce temps-là. Mais ça, c'était avant d'être à mon compte. Fait qu'en même temps que j'accompagnais des petites entreprises, des entrepreneurs, j'ai commencé à investir dans des entreprises. J'avais mon système, fait que j'ai investi dans une entreprise de communication, dans une entreprise de comptabilité, dans une compagnie de gestion, dans une compagnie de transport aussi. Fait que les gros camions là, sur la route, j'en ai possédé, mais je n'ai jamais chauffé. Je suis pas capable d'en chauffer un. Tu es un investisseur. Exactement. Mais rendu là, je suis un investisseur qui devenait opérationnel aussi, mais pas à temps plein. Fait que j'agissais comme directeur général partagé entre mes différentes entreprises, finalement, au global, en plus de continuer à faire de l'accompagnement. Puis, au fur et à mesure, mon objectif, c'est tout le temps de me mettre à la porte. Fait que je l'ai fait de mon emploi, je l'ai fait dans les entreprises dans lesquelles j'ai investi aussi pour m'assurer, finalement, que ça se déploie, ça se développe adéquatement, ou des fois, il y a eu un mauvais investissement, mais tu sais, ça fait partie de la game, ça fait partie de la business aussi. Puis, de fil en aiguille, là, j'ai accompagné de plus en plus de gens, de plus en plus d'entreprises un peu partout au Québec. Fait qu'on parle de des milliers d'entrepreneurs. Puis, dans ce parcours-là, ça a été quoi? C'est quoi le challenge ou le blocage mental le plus commun que tu vois chez des entrepreneurs? La peur de facturer. Oh, wow, OK. La peur de facturer à la juste valeur. Produit service. Quelqu'un qui démarre en affaires, souvent, l'erreur, il essaie de pas trop être cher. Hein? Puis, tôt ou tard, là, il n'y a pas les bons clients parce qu'il n'attire pas les bons clients non plus. Quand il augmente ses prix, il n'ose pas les augmenter. Fait qu'ils augmentent jamais assez. Puis, à un moment donné, il fait un rattrapage. Puis, il y a une épuration de la clientèle qui se passe. Puis, là, il commence à avoir du succès. Parce qu'il laisse traîner de l'argent sur la table. Souvent, là, tu sais, quand je parle de thématiques percutantes, là, c'est quand il y a un entrepreneur, là, je pose des questions, puis il me dit « Ah, je te le prix. OK, ta concurrence, c'est combien? » Ah, je dis n'importe quoi, là, mais elle est 20 $ plus cher de l'heure. OK. Ouais. T'es-tu moins bon que tes concurrents?
Là, les gens sont comme saisis. Ben non, ce qu'on fait, c'est meilleur bon. Que eux, ben c'est ça. Mais ça se reflète pas dans ton prix, dans ton positionnement, dans l'image qui est projetée. Donc, minimum, augmente tes prix. Fait que, tu sais, 20$ de l'heure là, pour une petite entreprise, dépendamment, supposons que tu as 10 employés là, qui travaillent 1000 heures par année. Le 20$ de l'heure de plus, c'est 200 000. 200 000$ de plus dans tes poches, puis tu n'as rien changé d'autre. Tu n'as même pas cherché à optimiser ta business encore. Tu n'es pas allé chercher de nouveaux clients, tu as augmenté ton offre. Tu as juste augmenté le prix juste pour rattraper la concurrence. Donc, la peur de facturer la vraie valeur, la peur d'augmenter ses prix tous les ans. Ça, là, tous les ans, OK. Ah, tous les ans. C'est intéressant. L'inflation, est-ce qu'elle augmente? Oui. Est-ce que les frais divers augmentent? Bon, mais pourquoi toi, tu n'augmentes pas? Pourquoi pas? Au minimum, il faudrait te facturer à tous les ans plus que l'inflation. Le salaire minimum, là, il va augmenter encore au mois de mai. Oui, 50 sous. Ouais. Exactement. Fait que, tu sais, tout augmente tout le temps. Donc, tu veux-tu être le con dans le dîner de con? Si toi, tu n'augmentes pas tes prix, puis tout le monde le fait, tu diminues ton pouvoir d'achat, tu diminues ta possibilité d'investir dans le futur. Maintenant, mais dans le futur aussi de ton entreprise. C'est du cash flow que tu as besoin. Fait que tous les ans, tu augmentes tes tarifs. Puis ça, presque peu importe le domaine. Donc, augmenter les tarifs, puis chercher à optimiser, à améliorer, avoir une approche par processus dans son entreprise pour s'assurer d'une rigueur, d'une qualité régulière. Puis ça, les gens n'osent pas. Mais là, les gens qui écoutent le podcast vont se dire « Ouais, c'est bien beau, Alex, là, mais si j'augmente mes prix, mes clients vont me lâcher. » Un seul mot. Bullshit. Si tu es bon, là, puis tes clients perçoivent ta valeur, ils vont te suivre. Ils vont suivre l'augmentation. Ça, c'est une préoccupation majeure que j'entends tout le temps. Mais quand tu augmentes ta tarification puis tu le fais adéquatement, les clients, là, ceux qui vont chialer ou ceux qui vont être contents, pas contents, ou ceux qui vont quitter, c'est souvent ceux que tu devrais de toute façon flusher. C'est souvent tes mauvais clients. Puis je te dirais qu'en général, dans une business, tu as à peu près un 15% de mauvais clients ou de clients qui ne te permettent pas de continuer à faire développer ton entreprise. Donc souvent, ce que je donne comme conseil aux gens, c'est flush 15% de tes clients tous les ans. Fait que tu regardes là, ceux qui ne correspondent pas à un bon client ou à un excellent client pour toi. Des fois, c'est une question de cash. Des fois, c'est une question de valeur minimum de contrat. Des fois, c'est une question d'attitude, de comportement aussi. Mais il faut l'identifier. Puis, on trace une ligne. Puis, c'est souvent, eux autres, il faut les voir comme les Dalton. Tu sais, les Dalton avec le boulet. Là. Bon, ben, la chaîne, puis le boulet de canon attaché à la chaîne, là. C'est ce type de client-là. Exactement, ils te retiennent, ils te drainent. C'est eux autres qui sont ta plus grande source de préoccupation, plus grande frustration. Souvent, les commentaires, les insatisfactions, etc. proviennent quasiment toutes d'eux autres. Fait que quand tu te concentres sur tes excellents clients puis tu attires ce type de clientèle-là, ben c'est bien mieux. Fait que si tu es capable de flusher graduellement, bon, 15%, c'est peut-être drastique pour quand tu ne l'as jamais fait, mais tu y vas graduellement. Puis après ça, tu regardes quelle est la clientèle qui me retient présentement, quelle est celle qui me permet d'évoluer. Est-ce qu'il y en a qui me retiennent présentement que je peux amener à changer pour qu'ils deviennent des meilleurs clients ou il n'y a rien à faire? Il y en a-tu qui ont un potentiel? S'il y en a qui ont un potentiel, on travaille avec eux pour les faire basculer du bon côté. Mais sinon, là, les autres qui sont du côté obscur de la force, ben, on les flush. Puis, tôt ou tard, s'ils reviennent, ils vont revenir dans nos conditions, dans nos processus, notre structure, la bonne charte de prix, les bons types de produits, services qu'on offre. Parce que souvent, ce qui arrive, là, tu développes ton entreprise. Tu as des produits, des services que tu ne veux plus vraiment offrir parce qu'il n'y a pas de valeur ajoutée pour toi et pour tes excellents clients. Mais vu que tu as encore des clients que tu sers encore avec ce type de produit-là, ben là, c'est comme le boulet. Là. Il te ramène. Ils te rattachent. Mais pourtant, il y a des produits et services que tu devrais juste éliminer parce que ce n'est pas des produits, des services d'avenir. Ce pas des produits qui te permettent d'aller plus loin, qui créent le mouvement nécessaire au succès. Dans nos premières années de démarrage d'entreprise, pour quelqu'un qui se lance en affaires, en tout cas, ça, c'est peut-être une réalité. Là. Si tu n'as pas un travail à temps partiel, mais disons que tu te lances à temps plein, nos premiers clients... On peut se sentir obligé de les garder, même si c'est des clients difficiles, même si c'est des clients demandants. Est-ce qu'il faut faire une coupure par rapport à ça, dire non, j'accepte pas ça, ou
on prend notre mal en patience, dans le fond. Flush. OK. Non, mais c'est parce que tôt ou tard, là, cette clientèle-là qui était idéale pour le début, le développement d'entreprise, si toi, tu poursuis ton évolution, mais ce type de clientèle-là n'évolue pas au même rythme que toi, dans les produits, dans les services, ou carrément dans l'offre vers où tu t'en vas, bien, il y a des changements à faire. Comme j'ai dit, si tu es capable de les convertir vers ta nouvelle offre, parfait. Si tu n'es pas capable, bien, tôt ou tard, il faut que tu crées une coupure. C'est la même chose avec les employés. Des fois, nos employés de la première heure qui étaient vraiment sa coche, quand on développe l'entreprise, puis l'entreprise devient plus structurée, plus grosse, bien là, souvent, c'est eux autres qui deviennent nos délinquants dans une structure plus grosse d'entreprise. Parce qu'ils ont perdu de la latitude, ils ont perdu de l'autonomie qu'il y avait avant. Puis ils pouvaient nous prendre en charge, tandis que là, il y a des formulaires, il y a des processus plus clairs, etc. Fait que tout est une question d'évolution. Fait que si les gens évoluent, les clients, les partenaires, les fournisseurs, les employés évoluent au même rythme que l'entreprise, parfait. S'ils n'évoluent pas au même rythme, mais comme entrepreneur, on a des questions à se poser pour valider est-ce que c'est nécessaire que je poursuive la relation avec eux? Parce que faut faire rentrer, tu le sais, des nouveaux clients régulièrement, mais il ne faut pas que tu fasses rentrer des nouveaux clients qui sont des mauvais clients. Oui. Tu cherches tout le temps à améliorer la qualité. Fait que tu cibles c'est quoi un excellent client pour toi, tu mets sur tes excellents clients, tu attires ce type de clientèle-là. Tu sais, quand on fait des personas, etc., tu t'attires ce type de clientèle-là. Mais tôt ou tard, tu n'as pas le choix d'en éliminer pour faire de la place pour d'autres. Parce que présentement, si tu penses développer ton entreprise en misant sur des heures facturables par des nouveaux employés ou du travail par des nouveaux employés que tu rajoutes à ton équipe, c'est dangereux. La pénurie de main-d'œuvre, la rareté de main-d'œuvre qualifiée est là pour rester. Tu sais, selon les statistiques, le plateau est en 2030. Hein? Donc, d'ici 2030, la problématique fait juste s'accentuer. À partir de 2030, c'est un plateau. Fait qu'avant que ça s'améliore, ça va prendre des années. Fait que bref, il nous reste 15 ans de rareté, pénurie de main-d'œuvre pour revenir à un niveau d'à peu près pré-pandémique. Quand tu dis pénurie de main-d'œuvre, c'est-tu tout domaine confondu ou. Bien, ça dépend des domaines d'activité. Mais là, je te parle en lien avec la démographie de la population. Right. Je comprends. Dans les entreprises, dans le fond, qui ont peut-être une dizaine d'employés et qui veulent bâtir peut-être un mindset d'intrapreneuriat ou de bâtir cette motivation-là, comment est-ce qu'on peut amener cet employé à level up leur game si tu veux à l'interne? Tu as des trucs par rapport à ça? Rôle et responsabilité. OK. C'est la base. Tu sais, la majorité des gens, quand on développe une entreprise, on engage des gens, oui, pour leurs compétences, etc. Mais souvent, on les cadre dans un rôle où on met sur une description de tâches. Ouais. C'est ça qu'il faut que tu fasses, Ouais. Mais là, si tu veux développer l'autonomie, il faut que tu développes une culture rattachée à la responsabilité, aux responsabilités. Une responsabilité, c'est être redevable de, être imputable des résultats. Donc, tu cadres dans un rôle, c'est quoi? Cet individu-là est responsable de quoi? C'est quoi les résultats qu'il doit atteindre? Puis après ça, les tâches découlent de ces responsabilités-là. Puis dans une petite équipe, une dizaine d'employés, il y a comme une espèce d'interrelation, de fit entre les bons employés qui font toute la différence. Si tu as une vraie bonne équipe, là, qui sont soudés par des valeurs communes, les valeurs doivent être claires. Si la mission d'entreprise est claire, si la vision d'entreprise est claire, 10, là, selon moi, c'est le sweet spot. Pourquoi? À 10 employés, si ton entreprise est bien huilée, tu fais assez d'argent, tu peux avoir une structure optimisée. Pourquoi? Pour te permettre de t'engager un vrai bras droit. Une vraie personne en charge qui continue le développement de l'entreprise. Donc, bref, de toi comme entrepreneur, de te mettre à la porte. De te mettre à la porte des opérations d'entreprise. Un vrai assistant, un bras droit. Ouais, un vrai bras droit qui est capable de prendre en charge. Tu n'es pas là pendant 2 mois, là? Pas grave, lui, il assume. Fait que c'est là que tu peux engager l'équivalent d'un gestionnaire qui devient un vrai bras droit, qui a une attitude d'intrapreneur, qui veut développer, qui veut continuer à poursuivre l'évolution de l'entreprise, qui veut t'utiliser, toi tu es l'entrepreneur, qui veut t'utiliser au niveau de ta vision, du développement, mais c'est lui qui va opérer, un peu comme un mini-directeur général, finalement. Mais c'est un entrepreneur qui est... Tu cales des shots,
Puis lui, il va les opérer, il va les planifier, il va s'assurer que la machine est bien huilée. Mais si tu n'as pas 10 employés, ben c'est toi qu'il faut qu'il fasse ce rôle de DG-là. Puis ça, ce poste-là, cette personne-là, tu viens la chercher à l'interne ou tu fais une demande d'emploi à l'externe? Ça dépend. Ça dépend. Si tu as une ressource identifiée à l'interne qui a le potentiel. Oui, l'avantage est là. Exactement. Fait que c'est lui que t'élèves. Sinon, si tu vas chercher quelqu'un à l'externe, puis c'est comme dans tout, hein? Selon le développement de l'entreprise, tu sais, souvent, gars, t'es tout seul, tu démarres, etc. Ouais. Tu engages ton premier employé, c'est une grosse étape. 1 à 3 employés, c'est une étape. Ouais. 4 à 10, c'est une autre étape, une autre structure, un changement de culture, des nouveaux réflexes comme entrepreneur à amener. 11 à 20, c'est une autre étape, c'est une autre forme de structure, c'est un autre développement qui se fait. 21, 50, c'est un autre aspect. 51, 100, 101, 250, 251 et plus. À chacune de ces étapes-là, tu as des compétences qu'il faut aller chercher, mais tu as aussi des types d'individus précis que leur job, quand tu les engages, c'est d'amener l'entreprise à la prochaine étape. Souvent, c'est des spécialistes pour amener l'entreprise. Exemple, moi j'en connais, là, leur spécialité, là, quand il arrive une vingtaine d'employés, là, eux autres, ils rentrent dans le business, ils prennent le rôle de direction générale, puis leur job, c'est d'amener ça à 50 employés. Okay, wow. Rendu à 50, ils se mettent à la porte. Ils engagent quelqu'un d'autre qui a la spécialité pour partir de 50, amener ça à 100. Parce que c'est une game de processus, de structure, d'organisation. Fait que si tu ne l'as jamais fait, bien là, tu apprends en même temps. Quand tu engages quelqu'un qui l'a déjà fait ou un consultant qui l'a déjà fait, qui vient te donner un coup de main là-dedans, bien là, écoute, il sait déjà, c'est pas une recette magique, mais c'est déjà où caler les shots, puis c'est quoi les défis auxquels tu vas faire face. Fait qu'à chacune de ces étapes-là, il faut que tu sois, comme entrepreneur, encadré, accompagné par les bonnes personnes qui vont te permettre d'aller plus loin. Puis ça peut être des consultants à l'externe ou des spécialistes, mais ça peut être aussi des employés ou des gestionnaires. Des ambassadeurs. Des ambassadeurs à l'interne, peu importe. Exemple, là, engager un conseiller en ressources humaines. Ouais. Non, tu ne fais pas ça quand tu as 10 employés. Tu vas engager un consultant pour venir t'aider de façon ponctuelle. Quand tu engages quelqu'un à temps plein, c'est parce que tu as dépassé le cap des 50 employés. Souvent, aux alentours de 70, là, ça devient le sweet spot pour engager quelqu'un pour venir gérer ça. Sinon, tu as des ressources à l'externe. Fait que c'est pour ça, à chacune des étapes, tu as des réflexes d'entrepreneur à développer, tu as des compétences à aller chercher, dépendamment de tes défis, tes enjeux, ce que tu veux faire. Mais il faut que tu choisisses les bonnes personnes qui fitent avec la culture de l'entreprise. Puis je pense que le problème, on en parle, c'est d'actualité aussi. C'est une chose d'engager des employés, mais c'est une autre aussi de les garder dans l'entreprise, la rétention, le taux de roulement. Mon bon ami à moi est gestionnaire chez McDonald's, puis lui, c'est un taux de roulement tellement élevé que c'est difficile de garder cette main-d'œuvre-là. Donc, c'est sûr que c'est un autre game, là, mais dans les entreprises ayant 10, 20, mettons entre 10 et 20 employés, le taux de roulement, est-ce qu'il est assez élevé ou est-ce qu'ils ont compris? Quand les entrepreneurs, les gestionnaires ont compris qu'il faut développer une culture d'équipe forte. Okay. Ça devient un game changer. Une culture d'équipe forte, là, tout est rattaché au niveau des valeurs. Tu sais, c'est quoi tes valeurs personnelles? Les valeurs personnelles de chacun des employés. Puis après ça, ensemble, on peut-tu définir des valeurs? Pas les valeurs de l'entreprise affichées sur le mur. Les valeurs personnelles de l'employé. Il y a les valeurs personnelles de l'employé, mais là, après ça, on crée dans la dynamique d'équipe les valeurs communes de notre équipe, mais l'idée, c'est de rattacher les valeurs personnelles à ces éléments-là. Une fois qu'on a défini, supposons, les 5 valeurs de l'équipe, on les décrit. On prend le temps de décrire, un peu comme une définition de dictionnaire, mais pour l'entreprise, qu'est-ce que ça veut dire? Puis après ça, l'autre étape, c'est en groupe, ensemble, on vient définir, on vient tracer la ligne entre les comportements souhaités, en lien avec les valeurs, et les comportements inacceptables. Donc, rattachés aux valeurs. Fait qu'on prend les valeurs puis on les décline en comportement. Fait qu'on vient tracer la ligne. Fait que c'est un peu comme si on vient faire un cadre d'autonomie aussi pour l'ensemble des employés dans ce contexte-là. Fait que là, ce que ça fait, là, une culture d'équipe forte,
là, après ça, écoute, tu fais comme une espèce de contrat, puis tu demandes aux gens d'ouvrir les veines, puis de signer avec leur sang, là, tu sais. Non, mais tu sais, il y a un niveau d'engagement. Un contrat avec eux-mêmes. Ouais. C'est ça, exactement. Il y a un niveau d'engagement envers les autres, envers l'équipe. Fait que si tu ajoutes des nouvelles personnes dans l'équipe, ça part de là. Ouais. Puis, ce qui est important, c'est que ça, toi, comme entrepreneur, tu deviens comme un peu le porte-étendard, le gardien de cette culture-là. Donc, s'il y a des comportements déviants, bien, tu essaies de les recadrer. Si tu les laisses aller, là, ça crée du flou, puis ça vient tout scraper. Par contre, si tu renforces ces comportements positifs, qu'est-ce qui arrive? C'est que la chimie, là, l'équipe devient autonome dans sa façon un peu d'autogérer les membres de son personnel. Ils se motivent entre eux, ils se mobilisent entre eux, puis c'est eux autres de toute façon. Tu sais, il n'y a pas besoin de faire la mascotte en avant puis avec les pompons. Là. Tu sais, fait que eux autres, s'il y a un élément qui ne cadre pas, qui ne fit pas, le groupe va l'expulser. Oh! Il va être expulsé par ses collègues. Par les autres collègues. Même pas par le gestionnaire. Exactement, parce qu'il ne cadre pas. Wow! Par contre, si c'est des gens qui sont soudés puis ça va bien ensemble, mais tu intègres une nouvelle personne qui fit avec ces valeurs-là, mais là, ils vont se souder juste encore plus vite. Fait que, tu sais, ça crée une équipe autonome aussi dans ce cadre-là, mais tout part des valeurs. Puis le respect de ces valeurs-là. Donc, l'importance de tout clarifier ces éléments-là fait une grande différence dans le développement d'entreprise. Puis souvent, c'est un genre d'exercice là, qui devient un game changer pour une business. Puis s'il y a des employés qui ne se voient pas là-dedans, eux autres mêmes, dès le départ, vont dire « Ah, j'ai peut-être besoin d'aller voir ailleurs. » Oui, parce que c'est correct. Dans la culture d'entreprise. Exactement. Ah ouais. Puis après ça, tu sais, t'embauches une nouvelle personne, il faut que tu prennes tes décisions en fonction de la culture de l'entreprise, en fonction de ces valeurs-là, en fonction des comportements. Tu vas valider, tu vas engager en fonction de ça. Puis tu vas t'assurer que les employés, qu'il y ait des gens qui fassent partie du groupe pour engager la nouvelle personne ou les nouvelles personnes aussi. Peu importe la grosseur de l'entreprise. Tu sais, on parle beaucoup d'entreprises libérées dans les dernières années. C'est des entreprises qui ont une grande orientation, mais qui sont autogérées jusqu'à un certain point par les employés. OK. On voit ça de plus en plus. Wow. Mais c'est une base pour pouvoir faire ça. Parce que des employés, là, j'ai un secret, Anthony, pour toi. Aujourd'hui. Vas-y. J'ai une confession à toi. Non. Yes! Confession, guys. OK. Un employé a aussi un cerveau. OK. Wow! Mais comme entrepreneur, souvent, on ne l'utilise pas à sa juste valeur. Tu sais, on lui demande de faire des tâches, mais on ne lui demande pas « As-tu des idées? » C'est vrai. On ne les utilise pas. Pourtant, c'est des gens qui ont des talents, qui ont des passions, qui ont des passe-temps, etc. Comme nous. Pas mieux que toi, là. Exactement. Fait que, tu sais, des fois, on oublie cet élément-là. Fait que juste de les mettre à profit, tellement. Ça crée de la mobilisation, ça crée de l'engagement. Parce que tu ne fais pas juste considérer la job qu'il fait, tu le considères dans son entièreté pour pouvoir avoir un impact marquant pour le développement de l'entreprise. Très intéressant ce que tu me dis parce que ça fait comme un lien avec mon cours université que j'ai fait la session dernière qui était éthique en entreprise. Tous les comportements déviants puis le renforcement positif versus renforcement négatif. Tu n'as pas fait telle tâche, on va te punir pour ça. Renforcement positif, mais est-ce que le salaire, c'est une chose, c'est peut-être en grande partie pourquoi on va appliquer pour un poste, mais il faut des motivations intrinsèques, il faut des motivations en interne. La culture d'entreprise, elle doit être développée de cette manière-là aussi pour que ces employés ils restent dans l'entreprise. Tu sais, un salaire, les avantages sociaux, tout ce qui est... Le package. Le package, exactement. Ça, c'est là pour venir supporter la motivation d'un individu. OK. C'est pas ça qui va le motiver. La motivation, c'est intrinsèque. La motivation appartient à chacun de nous. Fait que toi, Anthony, tu vas être motivé par certaines choses. Moi, je vais être motivé par d'autres choses. Chacun des employés va avoir des fois certaines choses qui vont être présentes, semblables, mais il y a plusieurs éléments qui vont être différents. Exemple, quelqu'un qui est un peu plus extraverti, là, j'y vais dans les dans les standards, là, mais quelqu'un qui est plus extraverti, souvent, il va vouloir avoir une reconnaissance visible. OK. Tu sais, la tape sur l'épaule. OK. Se le faire dire. Ouais. Un employé qui est plus introverti, va vouloir qu'on reconnaisse cet élément-là, mais pas de façon publique. Pas devant tout le monde. Pas devant tout le monde. Individuellement, l'extroverti va vouloir que ce soit devant tout le monde. Fait que de comprendre les facteurs motivationnels de chacun des employés, c'est ça qui permet de créer l'étincelle. Parce que le salaire, là,
quand tu donnes plus de salaire à un employé, OK, c'est le fun. Ouais, mais tu sais, ça crée une espèce de motivation éphémère. Parce que quelqu'un qui est motivé uniquement par l'argent, ça veut dire qu'il n'aime pas sa job. Donc, la base, là, est-ce qu'il aime sa job? Puis oui, il y en a qui travaillent juste pour le salaire, c'est correct. Mais toi, dans ta business, tu veux-tu avoir des gens qui veulent juste leur salaire ou tu veux avoir des gens qui sont engagés, qui sont motivés par d'autres choses? On veut des leaders, essentiellement. Hein? Ouais. Exactement. Fait qu'il faut découvrir les valeurs de nos employés. Si tu veux être un leader d'impact, faut que tu découvres les valeurs, faut que tu découvres les facteurs motivationnels de chacun de tes employés. Pour faire suite à ça, est-ce que tu connais la trend, ça a été populaire dans les derniers mois, ben même en 2023, là, mais le quiet quitting. Est-ce que tu sais ce terme-là? Tu connais ce terme-là? Bien, je crois que je peux t'expliquer un peu l'interprétation, là, si tu veux. Vas-y. C'est des gens qui ont un contrat de travail, qui travaillent dans une entreprise qui rentre à 9, qui est à 5, mais qui ne vont pas en faire plus par manque de motivation ou manque d'intérêt parce que je paye tant, puis je paye de cette heure-là, puis je m'en vais chez nous. Donc, c'est un peu... c'est quoi ton opinion là-dessus? Qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver des solutions? Bien, de comprendre leurs facteurs motivationnels. Tu sais, quelqu'un qui est très motivé parce que ce qu'il fait, il apprécie, puis ça cadre avec sa personnalité, puis avec qui il est, fondamentalement, il va arrêter à un moment donné de voir le 9 à 5. Il va voir d'autres choses. Puis il y a peut-être des projets qu'il va vouloir s'investir différemment. Oui. C'est un peu comme Google. Hein? Google, souvent, ils ont des journées spécifiques où est-ce qu'ils peuvent travailler sur des projets personnels puis sont payés pour le faire. Okay, ouais. Mais c'est un peu... oui, aussi. Okay. Ah, tout à fait. Wow, okay. Puis tu sais, il y a des... je pense que Google Maps a été développé de cette façon-là. Un peu comme un sideline d'un employé, mais il était payé pour développer, faire des tests. Fait que tu sais, il y a plein d'outils comme ça qui ont été développés chez Google. Donc, la philosophie de « présente-moi un projet qui t'anime », je vais regarder, ça fait-tu avec le développement d'entreprise. Je vais te donner le ownership de ça. Je te donne un budget. Fais tes tests, fais tes hypothèses. Reviens-moi avec des résultats. Je te paye pour. Ça, on le voit de plus en plus. Fait que, tu sais, ça motive. Fait que c'est comme de venir faire émerger le côté intrapreneur aussi des gens en disant « Amène-moi un projet, je vais le considérer. » Mais ça prend des leaders qui sont à l'écoute. Ça prend des leaders qui veulent faire en sorte que leurs employés arrive avec des suggestions. Pas juste la foutue boîte à idées là, qui est accrochée au mur à quelque part, là. Mais non, qu'il n'y a personne qui utilise. Ouais. Mais ça, écoute, c'est un non-sens. Là. Ouais. Mais par exemple, si tu responsabilises les gens, comme j'ai dit, si tu leur donnes la possibilité d'utiliser leur jus de cerveau à bon escient pour l'entreprise. Mais ce qui est important, c'est que toi, dans ta position de leader, tu dois avoir clarifié c'est quoi la vision que tu as avec l'entreprise. Voici vers où qu'on s'en va. Voici, tu sais, est-ce que vous embarquez dans ce bateau-là, oui ou non? Puis là, après ça, on va faire converger les opportunités. Les employés vont pouvoir arriver avec des idées qui fitent avec ça. Puis là, après ça, c'est à nous de les filtrer, de dire non, non pas maintenant, non pas dans ces conditions-là, ou oui, pour venir faire fitter le tout, pour développer l'entreprise. Puis là, écoute, si tu prends des idées des employés pour les mettre en place dans l'entreprise, qu'est-ce que ça fait? Ça crée de l'engagement. L'engagement, c'est sûr. La motivation, puis le goût de revenir avec d'autres idées. Puis c'est là qu'eux autres vont apporter des idées d'amélioration continue aussi, des idées de développement de produits et services. Est-ce que tu serais d'accord que c'est plus facile de créer cette culture-là quand en bas de 10 employés? Rendu à 50, 100, 200, 300, est-ce que c'est applicable pour ce scale d'entreprise-là? C'est applicable pour tous les niveaux, toutes les grosseurs d'entreprise. Il y a plein d'entreprises. Tu sais, je pense notamment à... Google, c'est un bon exemple. Google, mais Pentagonia, là, tu sais, les vêtements. Ils ont une entreprise libérée, là, avec plein de cellules autonomes dans leur façon de développer leur entreprise. Puis il y en a plein d'autres entreprises comme ça. Fait que, tu sais, ça peut se faire. Mais la meilleure façon de le faire, avant de le faire sur l'ensemble d'une entreprise, plus que l'entreprise est grosse, c'est d'y aller par département, y aller par équipe. Donc, de créer des mini-cellules. Tu sais, le 10, là, les groupes de 10 employés. Là. Bon, mais ça, c'est comme l'espèce de sweet spot. Dépasser ça, c'est comme si là, tu as besoin d'un coordonnateur pour gérer les idées, etc. En bas de ça, tu peux créer des unités un peu plus fonctionnelles, un peu plus autonomes. Là. Nice. C'est intéressant. Non, vraiment. Ben, en 2024, je pense qu'on a tellement d'options maintenant. Tout le monde veut devenir entrepreneur. Puis je pense que c'est le fun que les gens veulent se développer de cette manière-là. Mais je pense qu'il ne faut pas mettre de côté l'esprit de l'intrapreneuriat. Puis
c'est aussi, je pense, valorisant d'être intrapreneur qu'entrepreneur, si c'est pas le plus. Parce que tu n'as pas le stress financier qu'un entrepreneur peut avoir, les hauts et les bas. Tu as du temps pour investir dans tes projets personnels si tu veux, puis tu as la valorisation d'avoir tes projets à l'interne dans l'entreprise. Fait que ce soit un number 2, number 3, ça peut être aussi plaisant qu'être un number 1. Tout à fait. Puis tu l'as dit, il y a moins de risques. Ouais. Il y a moins de soucis aussi qui viennent avec. Puis on se le cachera pas, tu sais. Être entrepreneur, là, c'est pas glamour. Hey boy. Tu penses. Hey boy. Souvent, quand tu démarres... tu vois le succès. Ouais, tu vois le succès, tu vois les dragons, tu vois le lifestyle, puis etc. Mais avant d'arriver là, il y a des concessions, il y a des sacrifices, il y a un prix à payer pour faire de la business. Ouais. Si tu veux développer tes affaires, rester tout seul, c'est le PGS, etc., fine. Il n'y en a aucun problème. C'est à ton compte, 100%. Ah oui, puis c'est correct, là. Ouais. Sauf que si tu veux vraiment incarner puis te développer comme entrepreneur, moi, ma définition d'un entrepreneur, là, oui, des projets, puis etc., mais ma définition de l'entrepreneur, c'est la suivante. Okay. C'est un individu qui cherche qui démarre une entreprise, mais qui cherche à offrir ses produits et services au plus grand nombre de clients possible. OK. Mm-hmm. Donc, d'atteindre le plus de gens possible pour leur faire bénéficier de la valeur des produits et des services. Ouais. Fait que là, c'est pas une question du nombre d'employés. Tu peux être 2 employés puis faire vraiment, pas juste de l'argent, mais faire vraiment une différence marquante dans la vie de plusieurs clients. Mm-hmm. Donc, c'est une question de modèle d'affaires. C'est pas une question... Tu sais, tu as des gens qui sont tout seuls, qui sont des super entrepreneurs, puis tu as d'autres entreprises qui ont plein d'employés que finalement, le côté entrepreneur, ils l'ont un peu moins, tu sais. Puis je pense que c'est de voir un peu tes intérêts personnels. On se dit, bon, je ne me mets pas en affaires, OK, il faut que j'engage des employés, tout ça, mais peut-être que tu vas être capable de... Moi, écoute, je fais 100 000 par année, ça me satisfait. Puis je peux aller chercher des clients que ça me tente de travailler, j'ai plus de temps libre. Go! Puis, mais moi, ça me tente de bâtir une entreprise, d'avoir des employés à ma charge, puis, tu sais, développer ça à un autre niveau. Donc, c'est de voir un peu tes intérêts personnels. Puis, tu sais, on a parlé d'entrepreneuriat, on a parlé de l'intrapreneuriat, mais il y a aussi le reprenariat, que, tu sais, on parle pas souvent, mais les boomers, là, ils commencent à prendre leur retraite, puis la majeure partie vont devoir délaisser leur entreprise à des repreneurs. Donc, je pense que ça, c'est une opportunité que tu as déjà une entreprise qui est établie, des clients, tu as déjà probablement du brick and mortar, donc physiquement, tu as déjà une entreprise. Pourquoi pas? Bien, pourquoi pas? Parce que puis il y a plusieurs belles opportunités. Dans les prochaines années, là, il va en avoir encore plus. Parce que la valeur des entreprises, tu sais, il y a une différence entre ce que tu penses que ça vaut, ce que ça vaut sur papier, puis finalement, ce que ça vaut dans le marché. Right. Parce qu'il y a moins de repreneurs qu'il y a d'entreprises à vendre. OK, je comprends. Okay? Fait que tu sais, c'est une question d'offre et demande. Puis ça va juste s'accélérer aussi dans les prochaines années. Yep. Puis moi, j'accompagne les propriétaires d'entreprises aussi qui sont en train de vendre leur entreprise, qui font quasiment du home staging pour rendre l'entreprise un peu plus sexy. Ben oui. Puis chercher à qui je dois vendre. Est-ce que je vais vendre à un employé à l'interne? Est-ce que je vends à quelqu'un d'autre? Est-ce que je vends à un concurrent qui est stratégique? Fait que de regarder, d'analyser les différents scénarios, puis d'évaluer qu'est-ce qui a de la valeur pour telle personne. Exemple, tu veux vendre à un concurrent. Il y a certains éléments qui vont avoir une valeur, il va être prêt à payer pour ces éléments-là. Puis il y a d'autres choses qui n'ont rien à foutre. Pour un employé, même affaire. Il y a certains éléments, facteurs, qui vont avoir une valeur supplémentaire que d'autres. Fait que tu sais, il faut regarder ces différents scénarios-là. Puis, mais moi, il y a un point que je dis tout le temps aux entrepreneurs, là. Attendez pas de vendre votre entreprise pour faire de l'argent. OK, faire de l'argent. Bien, à l'époque, là, années 80, 90, même début des années 2000, les entrepreneurs faisaient de l'argent réellement en vendant les parts de leur entreprise. Fait que, tu sais, ils survivaient, puis quand ils vendaient leur entreprise, là, ils récoltaient, c'est ça, là, ils récoltaient les millions, tu sais. Ils ne faisaient pas de profit, bien, ils n'en faisaient, mais pas à un point... Pas suffisamment. Tandis que, dans le contexte actuel, moi, ce que je dis aux entrepreneurs, c'est, tu veux vendre ton entreprise 2 millions dans 10 ans, là? OK, bien, organise-toi pour générer 2 millions de plus dans les 10 prochaines années. Donc, qu'est-ce que tu fais maintenant pour faire une différence, pour générer cet argent-là, pour que si tu n'es pas capable de vendre ton entreprise 2 millions, là, ben, tu ne seras pas dans le trou. En effet. Puis, si tu vends, mettons, 1 million, ou même 500 000, pas grave, parce que ton argent que tu voulais avoir, tu vas l'avoir fait avant. Fait que, tu sais, ce qui est important de définir, là, c'est quoi, pour toi, la réussite? Faut que tu te poses cette question-là. Ben oui, puis souvent, c'est parce qu'on voit la réussite des autres, puis on essaye de se comparer à cette réussite-là. Mais ce qui est important, c'est de faire une introspection puis de dire, toi, comme entrepreneur,
comme individu, comme entrepreneur, c'est quoi pour toi la réussite? C'est quoi tes objectifs? Pas ceux des autres, laisse faire les autres. Mais tes objectifs à toi pour dire « Hey, j'ai réussi ce projet d'entreprise-là. » Ou « J'ai réussi. » Parce que pour moi, la réussite, je dis n'importe quoi, c'est avoir 1 million dans mon compte de banque. Ouais, il y en a d'autres, c'est juste être heureux. Ouais. Il y en a que c'est avoir 100 000 quand je vais vendre une entreprise. Ou 20 millions, tu sais. Mais c'est quoi pour toi? Puis sans se laisser influencer par les autres. Qu'est-ce que tu as de besoin pour vivre? Qu'est-ce que tu as de besoin pour la suite, pour ta retraite ou peu importe? Mais c'est quoi pour toi le succès? Parce que le succès pour des gens d'affaires des années 80 versus aujourd'hui, tu sais, l'équilibre, travail-famille, etc., c'est pas tout à fait la même balance. Tu veux dire ça a changé un petit peu les intérêts ça a changé. Des années 80-90? Ben oui, j'imagine, mais à quel niveau? Un entrepreneur qui me dit présentement qu'il travaille 90-100 heures par semaine, je lui dis qu'il faut qu'il revoie ses priorités. OK? Parce que il y a une question d'équilibre. Puis viens pas me dire qu'après 90 heures, tu es encore à ton top. T'sais. Alors, non, c'est clair. Bon. On a un maximum humain, c'est sûr. Moi, je l'ai identifié quand j'avais... Combien d'heures humaines? Oui, okay. Genre 30 ans. Là. OK. Même un peu avant 30 ans. J'ai identifié que 58 heures. Là, je parle pas des heures de déplacement. Là. Je parle vraiment des heures de travail avec les clients, etc. Right. Excuse. Tu prends un... Non, c'est correct. Après 58 heures, je suis plus performant. OK. C'est comme si ça me prenait 2 fois plus de temps pour faire le même ouvrage. Même chose au niveau du moment de la journée pour travailler. Quand j'étais plus jeune, tu sais, 25 ans, je travaillais 4 soirs par semaine, puis il n'y en avait pas de problème jusqu'à minuit. Puis bon, je recommence à 5 heures le matin, il n'y en a pas de problème. Ouais. Quand j'ai eu dépassé de 30 ans avec les enfants aussi, là, ça vient comme un peu chambouler les horaires, ben, même si je me disais je vais travailler à soir, oublie ça. Ouais, aucune chance. Un petit échange avec des entrepreneurs, etc., c'est une chose. Mais de faire un rapport, travailler vraiment sur un projet ou aller faire de la production, c'est ça. Oublie ça. Ouais. Ça me prend 2 fois plus de temps. Donc, le rythme, le moment de la journée, c'est super important. Puis, des fois, on reste prisonnier de notre passé quand que nous-mêmes, on a évolué. Fait qu'il faut mettre à jour ça. Il y en a, là, j'ai certains clients que le moment de l'année, la période de l'année a une influence. Par exemple, l'automne, bon, c'est plus morose, etc. Ben, il y en a qui changent leur horaire de travail pour pouvoir mieux fitter puis être le plus productif possible. Mettre ça plus tôt, finalement. Exactement. Commencer la journée plus tôt. Okay. Plus tôt, finir plus tôt aussi. Donc, tu sais, on voit souvent l'été, il y en a qui prennent le vendredi de congé ou vendredi après-midi ou bon, peu importe, là. Ben, l'idée, c'est qu'il varie un peu le rythme en fonction des saisons, mais ça, tu peux le faire. Là. Pourquoi pas, exactement. Exactement. Si tu n'es pas à ton meilleur, là, rendu à 4 heures l'après-midi, là, ben, pense pas faire le gros de ta job à ce moment-là. Puis comme entrepreneur, surtout dans les premières années de vie, si tu as quelques employés, ben, quand tes employés travaillent, ben, tu as souvent les urgences à régler aussi. Fait que souvent, il faut que tu travailles soit avant, sur l'heure du dîner, ou après, si tu veux avancer certains dossiers, tu sais. Ou sinon, tu t'isoles pendant une période de temps. C'est intéressant, mais je trouve qu'on fonctionne beaucoup par saison. Là. Quand il fait plus noir, il fait plus froid. En tout cas, pour moi, quand il commence à faire chaud, puis les journées se rallongent, puis il fait beau, j'ai l'impression d'être beaucoup plus productif. Peut-être que je mets plus de temps, je suis plus motivé. La fin de semaine arrive, puis on a des belles activités. Mais c'est de s'écouter. Puis pourquoi tu dis, moi, je travaille 8 heures, tu sais, au mois de décembre, il faut que tu travailles 8 heures aussi au mois de juillet. C'est de se comprendre puis de s'écouter. Mais je pense que pour revenir aux motivations, puis un peu l'impact sociétal, d'être biaisé par la pression de la réussite, puis nos parents, nos amis, on a fait telle chose, puis toi, t'es pas rendu au même niveau, puis tout ça fait en compte que je pense que il faut avoir de l'argent, il faut avoir la belle voiture, la belle maison, le chien, la blonde, tout ça. Mais si t'as pas ça, t'as pas le succès. Mais les gens qui ont atteint ce succès-là, qui ont tout ça, puis il y en a plusieurs qui vont sûrement se sentir rejoints par ça, il manque quelque chose, il y a un trou pareil. Oui, parce que, exemple, si tu as travaillé 100 heures par semaine pendant 10 ans, puis tu as une jeune famille, tu n'as pas vu tes enfants. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? Là, il va y avoir de la culpabilité. C'est ça. Une des choses que tu veux pas dans ta vie, là, de business ou dans la vie en général, c'est d'avoir des remords, de se sentir coupable.
Fait que c'est pour ça, tu sais, souvent, il y a des gens qui arrivent au bout du rouleau, des fois, là, moi, j'appelle ça une gastro-entrepreneuriale. Quand tout te fait chier dans le business, là, bon, c'est parce que tu es rendu à un point, tu es à bout. Tu es saturé, là. Tu es saturé, tu as besoin de vacances, puis bon. Mais ceci étant dit, tu sais, si tu as des défis financiers avec ta business, moi, ma question clé, c'est t'as-tu tout essayé? OK. T'as-tu essayé de faire les choses différemment? T'as-tu encore l'énergie pour essayer de pousser et faire différemment? Si tu as l'impression d'avoir tout essayé, fine, tire la plug. Si tu n'as pas l'impression d'avoir tout essayé, tu ne tires pas la plug. Parce que c'est là que tu vas te sentir coupable. Puis si tu arrives, exemple, dans 2 ans, puis c'est vrai, j'aurais donc dû faire ça ou j'aurais dû faire ça. Puis non, il est trop tard, là. Fait que tu peux pas vivre dans le passé. Fait que dès qu'il y a des affaires que tu sais que tu pourrais peut-être te sentir coupable, il faut que tu crées comme une espèce de coupure ou tu passes à l'action pour dire non, j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Puis ça, c'est en faisant de l'essai-erreur, j'imagine. Il n'y a pas d'autre manière de le faire parce qu'on peut être justement biaisé par d'autres personnes. Moi, j'ai fait ça, tu devrais faire ça. C'est genre, c'est-à-dire, les entrepreneurs, on le voit, sur les réseaux sociaux, il faut que tu te lèves à 4 h du matin, tu te couches là, il faut que tu t'entraînes à chaque matin, il faut que tu fasses telle chose, il faut que tu manges telle chose. Puis là, tu le fais pendant un certain moment. Puis là, je suis plus capable. Maintenant, je suis plus capable. Non, mais c'est ça, tu sais, souvent on essaie de reproduire ce qui marche pour les autres. Ce qui est important de se poser comme question, c'est est-ce que je me connais moi? Puis qu'est-ce qui marche pour moi? Tu sais, exemple, si tu es quelqu'un de super ordonné, super structuré, fine, on va travailler dans ce contexte-là. Puis on va structurer ton horaire, puis bon. Mais quelqu'un qui est pas du tout dans ce type de structure-là, qui est plus dans le laisser-vivre, dans l'autonomie à temps plein, puis etc., bien là, on peut créer un certain cadre, mais pas de façon aussi structurée que quelqu'un d'autre. Parce que tu vas être très triste dans ce cadre-là. Bien, d'un, tu vas être triste. De deux, tu vas forcer. Tu ne seras pas toi-même. Puis à chaque fois que tu n'es pas toi-même dans le business, tu forces, ça paraît, ça transparaît, puis tu risques d'avoir moins de succès, finalement, au global, parce que tu ne seras pas sur ton X, je sais, là, c'est souvent galvaudé, mais tu sais, si tu n'es pas sur ton X, oublie ça. Tu ne feras pas de la bonne business. Si tu es vrai, tu es authentique, tu te respectes, tu as mis en place les bons outils pour faire les choses adéquatement, selon qui tu es, selon ton profil à toi, selon tes talents, tes zones d'excellence, bien là, ça va faire une différence. Là, tu vas pouvoir miser sur des éléments qui vont apporter les résultats qui sont souhaités. Puis tout ce que tu m'as mentionné depuis le début de notre entrevue, je pense que ça rejoint un problème initial qui est un problème de confiance en soi, qu'on se connaît pas puis qu'on a une peur de s'améliorer. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller vers ce parcours-là, d'être plus en confiance puis justement de mieux se connaître au bout de la ligne? D'un, ça prend une introspection, de se poser les bonnes questions. Dans un monde idéal, si tu es capable de te faire accompagner par quelqu'un de confiance, que ce soit un mentor, un coach, un conseiller, un accompagnateur, consultant, peu importe. Mais tu sais, quelqu'un qui peut vraiment t'aider, qui peut vraiment t'élever. Souvent, moi, mes clients, des entrepreneurs, viennent me voir pour ça à la base. Pour apprendre à mieux se connaître. Parce qu'il y a des outils qui existent. Fait que si tu as les bons outils, bien, tu utilises ça. Tu sais, dernièrement, j'ai commencé un accompagnement avec une consultante. OK? Habituellement, c'est plus des entrepreneurs. Là, c'est vraiment une consultante. Là, c'est vraiment une consultante qui est venue me voir et elle dit Alex, toi, tu as réussi à faire ça. Ouais. Je veux pas reproduire la même affaire, mais je veux que tu m'accompagnes là-dedans. Je dis parfait. Mais je dis, je vais commencer par toi. Juste en faisant son profil de personnalité, en partant, j'ai dit écoute, tu es plus introverti qu'extroverti. Fait que laisse faire les 5 à 7. Là, elle dit mais mon développement des affaires, je pense à faire le même. Je dis non, t'es pas à ton meilleur. Puis j'ai expliqué le pourquoi qu'il n'était pas à son meilleur. Puis elle dit ouais, c'est vrai. Puis je dis tu vas forcer. Par contre, dans ton cas, voici comment tu vas développer tes affaires pour avoir du succès. Donc là, tu sais, c'est juste un élément. Mais si tu connais ça, puis tu connais les bonnes zones d'excellence, puis ce que tu dois faire pour te mettre en bonne posture, parce que son développement des affaires, elle va le faire différemment. Est-ce qu'elle va avoir les résultats? Oui, mais elle va le faire différemment de ce qu'on voit habituellement à tout le monde. Parce que la vraie business, ça ne se passe pas dans les 5 à 7. Ça ne se passe pas dans des activités de réseautage conventionnelles. Si tu es extraverti, fine, tu vas faire des contacts, tu vas avoir une quantité de contacts, etc. Puis là, après ça. Mais de développer une relation de confiance, ça prend du temps. Ça prend des interactions pertinentes. Donc, il faut prendre le temps d'échanger, de discuter. Parce que la confiance, c'est ça. Puis ça part de là. Fait qu'une consultante, exemple,
Si elle veut développer... Tu sais, la base, c'est la confiance. Fait que, qu'est-ce que tu fais pour développer la confiance de tes clients potentiels envers toi? De quelle façon tu vas te mettre en lumière, tu vas te positionner, que tu vas échanger. Donc, son processus de développement des affaires va être travaillé dans ce contexte-là, mais en respectant l'individu, en respectant l'entrepreneur, ou comme là, la consultante, mais un entrepreneur, c'est la même affaire. Comment tu développes ta business? Il y a plein de trucs, il y a plein d'astuces. Est-ce que tu fais un copier-coller d'une recette qui existe déjà ou une recette magique inspirée par un pseudo-expert web? Là? Non. C'est pas un copier-coller, c'est pas un one-size-fit-all. Oui, il y a des processus qui peuvent nous aider, nous diriger. Il y a des outils qui nous permettent de le faire. Mais après ça, est-ce que ça cadre avec qui tu es comme entrepreneur? Vraiment. Avec ta vision, avec ce que tu offres? Donc, c'est un fit de ces trois éléments-là. Donc, c'est une cohérence. Donc, es-tu cohérent envers toi-même? C'est la base. Si tu n'es pas cohérent, oublie ça. Ça, on a souvent des gens qui vont nous conseiller pour quand on se lance en affaires, des conseils généraux, va cogner aux portes, va donner toutes tes cartes d'affaires à tout le monde, fais toutes les activités de réseautage possibles. Là, tu te ramasses, tu en as fait 15, tu parles à tout le monde, puis finalement, tu n'as même pas un client qui signe, ou tu as signé un mauvais client que ça ne matche pas, puis ça te démotive. Il n'y a comme pas de chemin tracé. C'est vraiment, là, c'est de s'écouter, comme tu dis. Tu fais des essais-erreurs, puis il y a tellement des belles alternatives avec le web aujourd'hui pour aller reach out ces clients-là. Pourquoi ne pas développer ça? Puis, la base, là. Ouais. Excuse de te couper, Non, Anthony. non, il n'y a pas de problème. Vas-y. La base, c'est la confiance. Ouais. Donc, comment toi, comme entrepreneur, tu peux faire pour bâtir et développer la confiance avec tes clients potentiels, avec tes clients? Une fois qu'ils sont clients, qu'est-ce que tu fais pour entretenir cette relation-là? Ouais. Donc, tu sais, la business, là, c'est pas une relation d'un soir avec tes clients. Il y en a qui voient ça de même, par contre. Non, je sais, il y en a plusieurs qui voient ça. Ouais. Mais c'est pas un one-night stand. Non. C'est un mariage que tu essaies de développer. Parce que la vraie valeur de ta business, là, c'est la qualité de ta clientèle, c'est la récurrence des ventes que tu es capable d'avoir. Le repeat business. Yes. C'est ça la clé. C'est ça qui bâtit année après année, qui te permet de développer, qui te permet de créer une prévisibilité, même si c'est pas à 100%, mais ça crée quand même une bonne prévisibilité au niveau de ta planification des ressources, des types de produits-services avec ta clientèle que tu as déjà. Qu'est-ce que tu peux leur offrir de plus qui est directement en lien avec leurs besoins? Puis c'est là que tu développes graduellement ta business. J'aimerais revenir un petit peu dans tes motivations intrinsèques de vouloir choisir cette carrière-là, finalement, d'accompagner les entreprises et les entrepreneurs. Le pourquoi du comment, vraiment. C'est pas compliqué. Au tout début, là, quand j'ai commencé à accompagner les entrepreneurs, moi, je le voyais comme si j'étais un entrepreneur, justement. Okay. Puis là, tant qu'à côtoyer les entrepreneurs, mais c'est comme, ça m'a donné, le goût est venu. Puis c'est là que je suis devenu consultant un peu, au début, à temps partiel, après ça, investir dans les entreprises, après ça, consultant à temps plein. OK. En ayant les entreprises aussi. Donc, en le vivant, tu sais, oui, donner des conseils, mais en vivant la réalité de terrain aussi en même temps. Pas juste donner des conseils parce que j'ai de la théorie. Non, j'ai de la pratique, tu sais, dans plusieurs entreprises, puis dans plusieurs types de clientèle différentes aussi. Mais la motivation profonde, tu sais, tantôt on parlait d'introspection. Ouais. J'ai fait à un moment donné une introspection juste avant de me lancer à temps plein en business, que j'ai plus de filet, puis go. Okay. Puis l'introspection, quand je suis arrivé, puis bon, la vision, puis etc., mais quand je suis arrivé à la mission, c'est quoi ma vision, ma mission? C'est quoi ma raison d'être à moi, professionnelle? Et ça a été clair que tout ce qui me motivait, c'était d'améliorer la situation des entrepreneurs. OK. Point. Donc, je veux les aider. Mais je veux les aider à améliorer leur situation. Donc, tout ce que je fais depuis ce temps-là, tous mes investissements dans les entreprises aussi, tous les produits et services, c'est tout le temps dans ce souci-là. J'écris des livres pour ça, pour améliorer la situation des entrepreneurs. Parce qu'un truc, une astuce, un outil peut faire toute la différence. C'est pour ça que j'ai développé aussi dans la dernière année un parcours interactif là, sur le web qui s'appelle le parcours 2x4. Okay. Donc, avec du contenu exclusif, tous les mois, vidéo, écrit. Les gens peuvent me poser leurs questions aussi en direct, live. Je réponds à tout le monde parce que l'idée, c'est quoi ta préoccupation là maintenant? Fait que le contenu que je développe à chaque mois, c'est du contenu en fonction de la préoccupation là maintenant de l'ensemble de mes clients qui sont là-dedans. Fait que c'est pas « Ah, le prochain mois, on va parler de ça, puis dans 2 mois, telle affaire. » peut-être. Non. Je sais pas dans 2 mois de quoi je vais parler.
Mais ça va être adapté à la réalité et à la préoccupation des entrepreneurs qui sont dans ce parcours-là, dans ce programme-là. Fait que, tu sais, Nice. mais toujours avec le souci, améliorer leur situation. Fait que l'idée, c'est à chaque fois que tu as une interaction avec moi, faut que ma mission parle. Ouais. Fait que faut que j'aille au moins une chose. S'il y a un truc, une astuce qui te fait réfléchir, qui te fait évoluer, qui t'amène ailleurs, même chose avec un livre ou un blog ou une infolette, n'importe quoi. Si tu dis « Ah mon Dieu, oui, je devrais peut-être faire ça. Ma job est faite. Quelqu'un qui écoute le podcast, puis il y a une chose que j'ai dit qu'il saisit, il dit « Ah oui, c'est ça. Ça, je voudrais faire ça, ou je voudrais mettre ça en application, comment je peux le faire, etc. » Ma job est faite. Ouais. Fait que ma promesse jusqu'à un certain point, comme entrepreneur, c'est ça. C'est chacune des interactions avec moi, ma promesse, c'est il va y avoir au moins un truc, une astuce, une chose que tu vas pouvoir mettre en application là, maintenant, dans ton entreprise, qui va avoir un impact immédiat, mais un impact pour le futur de ta business. Hey, j'aime vraiment ça, Alex. Puis, écoute, ça m'a fait penser à cette question-là. T'en as sûrement plusieurs, mais veux-tu me parler d'un témoignage qui est touchant, que suite à ton accompagnement, que ça a changé complètement son entreprise? Écoute, je me rappelle une entreprise en Beauce. OK. Quand que je l'ai accompagné lors de la... Parce que moi, j'avais des groupes aussi un peu partout au Québec pendant une période de temps. OK. Puis en Beauce, que je les accompagnais pendant 1 an, mais avec la formation de groupe, mais de l'accompagnement individualisé. Quand je suis rentré dans sa business, puis j'ai regardé sa business, j'ai fait son profil de personnalité. Ouais. Excuse. J'ai fait son profil de personnalité. Puis après ça, j'ai visité la business, puis j'ai regardé ses chiffres, puis tout, puis je dis, écoute, tu devrais faire au moins 150 000 piastres de plus de bénéfices. Ouh, OK. Il dit, OK, pourquoi tu dis ça, puis etc. Je dis, écoute, regarde, le nombre de tes employés, fois ta tarification, justement. Je dis, ton prix, ajuste ton prix, fais telle affaire, puis tu as telle optimisation à faire dans ta business. 150 000 piastres de plus de bénéfices à la fin de l'année. Fait que là, il me dit après ça, Alex, n'importe quoi tu me proposes, je veux te dire oui. C'est ça. C'est plus un coût, c'est un investissement. Tu sais. Yep. Fait que des fois, c'est juste une chose. Ouais. Mais la majorité des clients, écoute, j'ai des clients là, depuis le début des années 2010, quand je donne une activité de formation, des nouvelles activités, parce que j'en donne à Québec beaucoup, de temps en temps à Montréal, mais c'est sûr, ils s'inscrivent. Peu importe le prix, jusqu'à un certain point, parce qu'ils savent qu'ils vont venir chercher une chose qui va devenir un game changer pour eux. Mais tu sais, le meilleur témoignage de reconnaissance, c'est quand quelqu'un qui lise un livre ou dans l'accompagnement, qui me réécrit ou qui me rappelle ou quand on se parle, il dit « Écoute, Alex, telle chose a changé complètement ma perspective. Parce qu'à cette heure, je travaille beaucoup plus sur le développement d'entreprise. Ma situation s'est améliorée versus à l'époque où j'étais tout le temps pris dans les opérations, j'avais pas le temps de réfléchir. Fait que tu sais, juste de se sortir, avoir plus d'énergie, prendre des vacances. Ouais. Un entrepreneur qui est capable de prendre des vacances, moi, puis plusieurs vacances, c'est OK, check. J'ai réussi à l'aider. Je l'ai aidé à se mettre à la porte. Puis, de se donner du temps, finalement. Ben oui, de se donner du temps de réflexion, puis etc. Ouais. Puis, vu que ça fait quand même longtemps que je fais ça, dans les dernières années, j'ai eu une couple de clients qui me disent « Écoute, Alex, je dors mal. » J'ai dit, OK, pourquoi? Parce que c'est normal pour un entrepreneur de dormir mal. Mais là, eux autres, pourquoi tu dors mal? C'est ça. J'ai tout fait ce que tu m'as dit. J'ai tout passé au travers. OK. J'ai réussi à me mettre à la porte. Fait que ma présence n'est plus nécessaire au niveau de l'entreprise. Wow! Mais là, c'est le... J'angoisse. Je sers à quoi, moi? C'est quoi le what's next? C'est quoi le what's next pour moi? Fait que c'est comme si, vu qu'ils ont atteint le niveau qu'ils voulaient... Je fais quoi, là? Ben c'est ça, je fais quoi? Fait que là, c'est rendu, je les accompagne, mais comme vers la prochaine étape. Dans le genre de... Tu veux-tu continuer à développer ton entreprise toi-même ou tu veux que ça soit autonome, ça se développe tout seul? Comme on disait tantôt avec la bonne gang, etc. Mais toi, comme entrepreneur, tu veux-tu investir ailleurs? Tu veux-tu développer d'autres choses? Tu veux-tu racheter d'autres choses? Toi, quelle position tu veux avoir dans tes entreprises? Qu'est-ce que toi, tu veux faire réellement? Fait que tu sais, ça amène une discussion d'un autre niveau, moins tactique sur comment qu'on fait les choses, puis beaucoup plus stratégique sur le pourquoi qu'on fait les choses et le quoi aussi, avant le comment. Fait qu'on vient redéfinir ces éléments-là
pour après ça tomber dans du comment. Mais souvent, le comment, c'est très tactique, c'est très opérationnel, mais quand tu arrives à un certain niveau, tu n'as même plus besoin de le faire toi-même, tu fais juste caler des shots. C'est vraiment une évolution, je pense que c'est le thème qui est revenu dans notre entrevue. C'est évolution puis développement, parce que c'est rendu ça. Ton entreprise s'est rendue à un niveau que tu as délégué à 100%, tu as trouvé ton bras droit. OK, ben là, c'est quoi mes ambitions professionnelles, personnelles, que ce soit aller investir ailleurs. Moi, je vais être plus libre, je vais faire le tour du monde. OK, ben on va regarder financièrement, ça ressemble à quoi, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais c'est beau de faire cette évolution-là. Ben oui, puis c'est parce que quand tu fais ça longtemps, puis tu vois tes clients évoluer, souvent, eux autres, ils le voient même pas. Parce que c'est la théorie des petits pas, souvent, tu sais. C'est une petite amélioration après l'amélioration, mais tu l'accompagnes avec le focus sur les objectifs, puis tu le sais vers où tu veux, qu'ils veulent, eux autres, atteindre, mais que tu veux les amener aussi. Puis, souvent, là, tu sais, dans une business, c'est pas facile. Hein? C'est dur, il y a plus de défis, puis etc. Mais au fur et à mesure, à chaque fois qu'on règle un petit défi, puis ça nous rapproche finalement du succès espéré par l'entrepreneur, souvent, les gens ne le voient pas. Mais à un moment donné, quand ils l'ont atteint, puis là, tu dis, regarde en arrière. Regarde il y a 5 ans. J'ai une cliente dernièrement, là, elle dit, là, c'est tough. Puis toi, je dis, t'es rendu à combien d'employés? Elle dit, ben là, j'en ai 10. Puis je suis sur le bord là, d'engager mon bras droit. Puis tout. Puis là, tu sais, cette année, j'ai fait tel chiffre d'affaires. J'ai tel bénéfice. Puis tout. Je dis, écoute, je ne dirais pas son nom. Mais on s'est connus en quelle année? Elle dit, depuis 2019 qu'on travaille ensemble. Fait que ça fait 5 ans. Je t'avais combien d'employés en 2019? Elle dit 0. Oh, wow! OK, en 5 ans. Tu facturais combien déjà? Parce que c'est une entreprise de service. Tu facturais combien en 2019? Okay. Elle dit 30 de l'heure. Okay. Je t'ai rendu à combien? 90. OK. On peut-tu voir les processus, etc.? Es-tu obligé de travailler tout le temps à temps plein dans ton entreprise? Peux-tu prendre des vacances? Elle dit, ouais, c'est vrai. Je dis, écoute, en 5 ans, tu as évolué. Oui. Mais c'est juste que quand tu es pris dedans, tu le vois pas. Fait que quand elle a fait cette prise de conscience-là, elle a dit, ouais. Puis dans les faits, jamais j'aurais cru avoir 10 employés. C'est fou. Parce que si tu avais dit ça il y a 5 ans, elle dit, non, je veux rien savoir. Mais tu sais, quand ça commence à bien aller, ben là, tu te dis, ouais, peut-être. Peut-être que ça vaut la peine d'aller plus loin. Fait que, tu sais, ton ambition peut se développer à mesure que ton entreprise évolue. Parce qu'il y a des barrières que tu pensais que tu ne serais pas capable de franchir, que tu franchis. Il y a des limites qui s'enlèvent. Fait que ça fait en sorte que tu as le goût aussi de continuer à développer. J'ai 2 dernières questions pour toi, mon cher. Toi qui écris des livres, est-ce que tu es un grand lecteur? Oui. Question que j'ai rajoutée maintenant dans mes entrevues. Le livre qui t'a le plus marqué dans ta carrière, qui a eu le plus grand impact? De business, je te dirais Mastering Rockefeller Habits. Wow. C'est par qui? De Verne Harnish. OK, on va essayer de le trouver en ligne. Oui, je pense qu'il reste quelques copies, mais tu sais, ça a été écrit au début des années 2000 sur la croissance, le développement des entreprises. Et il était moins visuel parce qu'ils l'ont refait dans les dernières années, mais différemment, puis plus avec des outils, puis etc. Mais moi, je préférais la version originale parce que ça laissait plus de place à l'imagination. À comment tu peux intégrer ces concepts-là dans ta business. Puis moi, ça a été vraiment la base, la fondation de tout mon système d'accompagnement que j'ai développé avec le temps. Ça a été la fondation, on s'entend. Évidemment. Il y a plein d'autres choses qui ont suivi. Mais tu sais, ça a été comme le petit élément, la petite pierre au début qui a fait en sorte que, OK, je peux bâtir là-dessus. Mais pendant, tu sais, tu parles de livres, pendant un bout de temps, je lisais à peu près 100 de livres d'affaires par année. Ouf, OK. Mais tu sais, 50% audio. Tu fais de la route. Audio. Ben oui. Tu fais de la route. Un livre là, de business, là, c'est 5 à 7 heures de lecture. OK. Fait que, en char où tu t'entraînes, tu t'en lis un par semaine, c'est pas trop long. Là. Puis après ça, un vrai livre aussi, papier ou encore numérique. J'en lisais l'équivalent d'un par semaine aussi. Une demi-heure par-ci, par-là, etc. Ouais. Fait que quand tu lis 100 livres par année, pendant quelques années, il arrive un moment où les livres commencent à se ressembler. Bien, surtout en affaires, j'imagine, en business, ça doit être répétitif un peu. Oui, puis tu sais, tu essaies toujours d'avoir les versions originales parce que en anglais, supposons souvent, parce que la version française, si elle sort genre 4, 5, 6, 7. Il y en a un que j'ai vu dernièrement qui était super.
que j'ai lu en anglais, mais la première version, c'est genre en 1990 là, du livre. Puis ils viennent de le traduire en français. Ben, je pense aussi que les termes utilisés, des fois, la traduction est peut-être pas parfaite ou le meaning derrière le mot est pas le même. C'est différent. C'est différent. Très bon, très belle recommandation. Moi, je lis pas énormément, mais j'aime ça savoir, OK, ce livre-là, si je peux l'utiliser pinpoint puis en apprendre. Dernière question classique de podcast. Un conseil que tu aimerais donner à un jeune entrepreneur qui se lancerait en affaires puis qui a justement des blocages mentaux, que ce soit en confiance en soi, c'est quoi les premiers steps qu'il peut prendre pour être confiant en affaires? Va te chercher un mentor. Oh, OK. Va te chercher un mentor. OK. Tu sais, il y a des services de mentorat d'affaires partout au Québec avec le réseau mentorat. Ouais, souvent, pour les plus petites entreprises, il y a même des services qui sont gratuits, nice. qui sont offerts au niveau du mentorat, je pense 35 ans et moins. Là. Tu peux avoir un mentor gratuitement. Excuse. Ça fait quand même une bonne différence. Puis même si ça fait longtemps que tu es en business, un mentor peut être un game changer. Mais il ne faut pas que tu penses que le mentor va te donner des conseils. OK. Le mentor est là plus pour t'amener à réfléchir. Fait que c'est pour ça que moi, comme accompagnateur, je donne beaucoup de conseils. Right. Puis sinon, le deuxième meilleur conseil que je peux donner à un jeune entrepreneur, lis mes livres. C'est sûr qu'elle allait dire ça. Non, mais j'ai comme pas le choix parce que mes livres, je les ai écrits pour tout type d'entrepreneur. C'est des ressources. Là. Ben oui, puis c'est clair. Des trucs, des petits chapitres courts sur un thème pour t'amener à réfléchir, t'amener à mettre en place des outils qui peuvent faire toute la différence. Puis les deux que tu as montrés, marqués au fer rouge, puis 2x4, c'est vraiment, je pense, honnêtement, là, tout entrepreneur du Québec devrait lire ces deux livres-là. Hey, j'ai une question qui m'a popé, mais mettons ton processus d'écrire un livre, ça peut prendre combien de temps, puis en règle générale? La réponse plate, c'est ça dépend. Ouais. Mais un livre standard, tu sais, qui prend 2x4, là. Tes inspirations, ça provient de où aussi, non, évidemment? Ouais, mais là, c'est un global de l'accompagnement, les questions, les préoccupations. L'expérience. Okay. Exactement, l'expérience. Mais tu sais, un livre comme 2x4, dis-toi, c'est un 6 à 8 semaines, l'équivalent d'un 40 heures de rédaction à peu près. OK. Là, c'est un processus, là, rendu là. Est-ce que tu mets ça en version numérique aussi, audiobook? Sont en version numérique, mais ça, c'est la maison d'édition qui gère ça. OK, ouais, je comprends. Par la suite. Là. Parce qu'il y en a qui s'auto-produisent, qui s'auto-éditent, mais moi, j'entre pas dans cette game-là. Okay. J'ai des maisons d'édition qui s'occupent de ces éléments-là, mais il n'y a pas de version audio, je pense encore. On n'a pas touché à ça, mais est-ce que tu m'avais dit que tu faisais des conférences aussi? Oui. C'est quand ta prochaine? Prochaine conférence, j'en donne une à Laval au mois d'avril, encore d'un événement là, au niveau de... C'est deux associations là, québécoises au niveau, je pense que c'est l'enseigne, l'emballage, etc. Pour leurs membres et les participants qui vont être là, je donne la conférence 2x4. Sinon, j'ai des journées de formation aussi, comme je disais à Québec, à Montréal, que j'anime. Là, j'ai à peu près 5-6 journées que j'anime, qui sont publiques, là, que les entrepreneurs peuvent s'inscrire. Sinon, la majorité de mes conférences sont beaucoup en région. C'est souvent les organismes de développement économique qui m'engagent pour donner une conférence puis qui invitent les entrepreneurs de la région à venir participer. Où est-ce qu'on peut te contacter? alexandrevezina.com. Simple et efficace. Ben écoute, mon cher, j'ai vraiment aimé le knowledge que tu nous as partagé aujourd'hui. T'as-tu aimé ton expérience ici? Oui, tout à fait. Ça a été très agréable. Merci encore. Merci. Hey, salut, ça fait déjà la deuxième fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là. C'est super intéressant. Ça vaut de l'or. Puis, ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life we can move in this life.